Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Celui-ci est un petit peu particulier, déjà parce que on va faire une bonne émission sur les résultats, on va bien analyser les résultats de l'élection américaine, et puis parce qu'on est en duplex. Charles est avec moi donc depuis Hong Kong. Bonjour Charles. Et bonjour, Donc j'imagine que vous êtes en forme, tout va bien. tout va J'ai eu bien. quelques satisfactions récemment, ce qui est bien. Voilà, tout à fait. Alors pour ceux qui étaient là avec moi, je vous en remercie. J'ai fait la couverture en direct sur Twitter avec le compte de l'Institut des Libertés. On a fait une super soirée. C'était super. J'étais là avec mes 4 écrans. Je regardais le Daily Wire. Je regardais Charlie Kirk aussi. Je zappais entre les chaînes américaines, CNN, MSNBC, Fox. Je regardais un peu les chaînes françaises aussi. Puis j'étais sur ma tablette avec C'était la désolation partout. ah oui, c'était la désolation partout. Et surtout, voilà, il y a eu jusqu'à un certain point, à peu près jusqu'à 3h30, 4h, heure française, il y a eu une sorte de flottement, on savait pas encore trop, parce que voilà, dans les États, à chaque fois, il y a des corrections de vote. Donc par exemple, Kamala Harris avait très très bien commencé au décompte en Caroline du Nord, mais ensuite ça a beaucoup bougé. Donc c'est difficile d'interpréter les tout premiers résultats des États lorsqu'ils arrivent, parce que voilà, ça dépend de si on a d'abord les résultats des villes ou les résultats des campagnes. Voilà, ça veut absolument tout et rien dire. Et au fil du temps, on a commencé à voir se préciser certaines choses. Ça devenait de plus en plus certain que la Géorgie et la Caroline du Nord allaient à Donald Trump. Et puis ensuite, quand la Pennsylvanie aussi a commencé à flancher du côté de Donald Trump, là on s'est dit bon, a priori c'est la fin des haricots. Et puis en plus de ça, le New York Times avait une très bonne page sur les résultats qui arrivaient en direct. C'est qu'ils avaient un truc, ils avaient un outil avec l'intelligence artificielle aussi pour déterminer si, a priori, par rapport aux anciens résultats, l'État allait a priori d'un côté ou de l'autre. Et donc, ils avaient un très bon outil là-dessus qui s'est prouvé, enfin, qui a été prouvé, comment dire, exact sur tous les États. Et donc, au final, bah, on a cette victoire absolument éclatante. Donc, tous les États clés ont été remportés par Donald Trump, 312 grands électeurs. Est-ce que vous vous y attendiez? Alors, ce qui m'intéresse beaucoup, moi, c'est que Kamala Harris a gagné tous les États où il n'y a pas de vérification d'identité. Ouais, sauf il y en avait peut-être, il y avait le Nebraska et le Wyoming, je crois, mais en tout cas sur tous les autres États clés, enfin sur tous les autres États, pardon, on vérifie pas l'identité. Effectivement, elle a remporté l'élection. Oui. S'il y avait des vérifications d'identité, elle gagnait pas. Alors, c'était un petit peu gênant. Et aussi, ce que j'ai appris, c'est que je ne sais plus combien il y a eu, vous allez me le dire, mais combien il y a eu de centaines de millions de gens qui ont voté cette fois-ci? Ah bah c'était quasiment autant parce que là j'ai les résultats, mais c'était les résultats pas tout à fait finis parce que je les avais notés vendredi. Et donc ils sont pas tout à fait finis, mais là on n'est pas encore au niveau de l'élection de 2020, mais Mais c'est justement ça, c'est que les élections de 2016 et 2012, elles faisaient toujours, je sais plus, 170 millions de personnes ou quelque chose comme ça. Et puis l'élection de 2020, Ouais. d'un seul coup, elle a fait 12 ou 13 millions de plus de voix que ce à quoi on s'attendait. Mhm. Et ces 12 ou 13 millions de voix, ils ont tous été dans tous les endroits où il n'y avait pas de vérification d'identité. Mhm. C'est-à-dire que les trois dernières, les élections de 2012, 2016 et 2024 ont exactement le même nombre, le même nombre de voix. Et l'élection de 2016, on a 7 ou 8 millions de plus. Ouais. À un moment où... donc, ce qui va être intéressant, c'est s'il y a des études qui sont faites à partir de maintenant avec un département de la justice qui sera un peu plus indépendant, on va peut-être savoir si les démocrates n'auraient pas bourré les urnes comme ils l'avaient fait pour Kennedy. Alors, ce dont on parle jamais, dans l'élection de Kennedy contre Nixon, Nixon avait gagné et Kennedy avait été élu, quoi. Ouais, ouais. Donc, les démocrates ont une vieille tradition qui remonte à très longtemps de bourrer les urnes, hein. C'est pas nouveau. Mhm. Alors effectivement, il y a beaucoup de gens qui se sont demandé parce que notamment, alors faut dire une chose quand même, c'est que depuis quelques jours, le nombre de voix de Kamala Harris a quand même augmenté parce que il y avait des gros États, notamment de la côte est, enfin non, de la côte ouest, pardon, notamment la Californie où toutes les voix étaient pas encore décomptées. C'est un État, je sais pas pourquoi, c'est un État hyper puissant mais qui n'arrive pas à décompter ses voix en moins d'une semaine. Donc c'est curieux quand même. Mais Ah ben non, ils sont démocrates.
Oui, voilà, tout à fait. Et puis pareil, il n'y a pas de vérification d'identité non On peut plus laisser une en chance. Californie. Vous savez, ils sont convaincus de ce que disait Staline. Ce qui compte, c'est pas ce que les gens votent, c'est les gens qui comptent. Ouais, mais effectivement, en 2020, Biden c'est 81 millions de voix et Kamala Harris c'est à peu près là on est autour de 73-74 millions au moment où on en parle. C'est un peu plus comparable avec les résultats précédents, notamment de Clinton et d'Obama aussi précédemment. Oui, mais ce qui était très étonnant, c'était les 81 millions de voix Ouais, tout à fait. qui sortaient de nulle part, quoi. Et c'était l'année où la moitié des trucs étaient faits par correspondance. Ouais, tout à fait. Et justement, bah, après, moi, je me posais une question, et beaucoup de gens m'ont donné une réponse similaire. C'est si ils ont trafiqué l'élection de 2020, pourquoi n'ont-ils pas trafiqué cette élection-là aussi? Ah, parce qu'ils ne pouvaient pas, parce que là, en 2020, c'était la grande époque où une grosse partie des votes, à cause du Covid, se faisait par correspondance. Ouais, Et ouais, c'est donc, c'est comme disait Pompidou, si vous voulez une élection soit truquée, organisez l'élection par correspondance, parce que c'est quand même beaucoup plus facile. ouais. Et donc, je crois que c'était tout simplement du bourrage d'armes, parce que quand vous regardez, il n'y a pas eu d'augmentation des voix euh, pour l'élection de 2020. Il n'y avait pas eu d'augmentation des voix dans les endroits, pour des démocrates, dans les endroits qui étaient contrôlés par les républicains. Mhm. Il n'y a eu d'augmentation de voix démocrates que dans celles où il y avait que les démocrates qui contrôlaient. Donc, on peut légitimement se poser la question, quand ce bon Trump disait qu'il avait été victime d'une trahison abominable, il avait probablement raison, mais alors, c'est là où ils sont vraiment shootés dans le pied, c'est qu'ils auraient mieux fait de laisser de gagner Trump parce qu'il aurait terminé plus ou moins mal son deuxième mandat, ça aurait été difficile et puis il aurait pu continuer à l'emmerder. Mais là, en avoir fait une victime et le faire revenir une deuxième fois, et cette fois-ci avec un vrai mandat, c'est probablement le calcul le plus idiot qu'ils ont fait. Il est mieux valu de le laisser tranquille et disparaître. Là, et là, il a flingué le parti républicain normal, il revient avec un parti vraiment populaire, enfin bref. Ça veut dire qu'ils ont fait une erreur d'analyse et ça, c'est Obama, ça. Ouais. D'ailleurs, il fait pas le gueule sur les écrans, Obama, hein. Quand vous le Oui, voyez, alors, il est tout gris, hein. d'ailleurs, il y a une théorie, c'était la théorie d'un journaliste indépendant américain qui s'appelle Mark Halperin, et elle semble se confirmer post-élection. C'est-à-dire que, en fait, Biden, probablement, c'est peut-être une décision de la femme de Biden qui aurait influencé donc Joe Biden. Il aurait tellement mal pris le fait de se faire sortir par justement toute la clique Obama en début juillet que il aurait forcé le parti à accepter la nomination de Kamala Harris en tant que candidate démocrate. C'est-à-dire que apparemment Obama, comment s'appelle-t-elle, Nancy Pelosi aussi, voulait plutôt faire une sorte de primaire démocrate ultra rapide pour avoir un effet de légitimité plus important. Et puis beaucoup de gens, faut dire, étaient quand même assez, doutaient beaucoup de la capacité de Kamala. Ça me paraît du Monday morning quarterbacking, c'est-à-dire que les gars expliquent. Moi, ce que je sais avec certitude, c'est que c'est Madame Pelosi, c'est Obama qui ont viré Manu Militari Biden, qui était pas, qui réussissait plus à aligner deux mots, et c'était pas du tout, c'était pour mettre Kamala parce qu'il pensait que Kamala, elle était tellement bête qu'elle obéirait à tous les ordres qu'on lui donnerait. Mhm. Donc, la dernière des choses qu'il voulait, c'était d'avoir un président démocrate qui aurait été compétent. D'ailleurs, vous avez qu'à voir, il y avait une espèce de primaire démocrate qui aurait pu avoir lieu. C'était entre Kennedy. Ils auraient pu dire, ben, puisque Kamala Harris n'est pas là, elle n'est pas compétente, on va maintenant tous se remettre derrière Kennedy. Et là, Kennedy aurait gagné l'élection. Donc, s'ils avaient besoin de quelqu'un, ils avaient Kennedy qui était là, qui aurait pu faire. Et ils ont tout fait pour le martyriser. Donc, ça, c'est des histoires pour faire passer. En fait, Kamala Harris et Obama sont des ordures. Ils ont fait une saloperie et ils se sont fait prendre des mains dans le pot de confiture. Maintenant, ils expliquent que c'était pas eux, mais enfin, ils ont les doigts sucrés quand même, hein. Ouais. Et alors, je voulais revenir un peu sur l'analyse électorale, notamment sur les États clés, parce que déjà, non seulement Trump a gagné tous les États clés, mais vous savez, d'habitude, il y en a toujours au moins un ou deux, voire deux ou trois même, qui sont vraiment très très serrés dans un mouchoir de poche. C'était le cas que ce soit en 2016, par exemple, je cite quelques exemples, le Wisconsin, c'était à 22 000 voix près, le Michigan, c'était à 10 000 voix près, l'Arizona, l'Arizona, c'est pas mal, c'est 90 000 voix près, mais le Nevada, c'était à 27 000 voix près,
près, mais en faveur de Clinton en l'occurrence. En 2020 aussi, il y avait certains États qui étaient dans un mouchoir de poche. L'Arizona, c'était à 10 000 voix près. Le Wisconsin, c'était à 20 000 voix près. C'était quoi encore? La Géorgie, c'était à 12 000 voix près. Et là, sur cette élection, la marge la plus faible qu'il y a, c'est dans le Wisconsin, c'est quand même à 30 000 voix près. Donc, y a aucun État qui est vraiment très très serré sur cette élection. Oh, mais la réalité, si vous voulez, c'est un petit peu ce dont on avait discuté ensemble. C'est un vote des États-Unis unanime contre Washington. Oui, ouais. C'est-à-dire que quiconque était une créature de Washington, etc., et a été voté, on l'a viré de toute affaire cessante. Et donc on voit ça aussi dans l'élection des juges fédéraux, etc., où tous les types qui étaient supportés par Soros se font vider. Donc vraiment, c'est une reprise. Et c'est là où ça devient intéressant avec Trump, c'est que l'un des thèses de Trump, c'est qu'il faut enlever du pouvoir à Washington et le redonner aux États. Parce qu'il y a eu Mhm. une lente prise de pouvoir de l'État fédéral contre les États fédérés. Et ça lui donne une remarquable occasion de le faire, et ce qui empêchera les salopards de reprendre le pouvoir une fois à l'élection prochaine, le cas échéant, quoi. Et s'ils ont perdu le pouvoir, avant que les États, je peux vous assurer que si vous renvoyez de pouvoir dans l'Oklahoma, qui est un État au-dessus du Texas, là, ils vont pas le Ouais. laisser repartir, hein. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Oui, bah, d'ailleurs, l'Oklahoma, je crois que c'est le seul État dans lequel absolument tous les comtés ont voté en majorité pour Trump. Oui, C'est mais l'Oklahoma, c'est des robustes, hein. ah ouais, ouais, c'est Vous particulier savez, je sais pas l'Oklahoma. si vous êtes un lecteur de Lucky Luke, mais vous savez, Lucky Luke, c'est le moment où vous avez tous les gars qui allaient envahir, ils attendaient le départ de la course, ils étaient tous comme ça, ils allaient avec des chevaux, et si ils s'arrêtaient sur une terre et ils plantaient un piquet, à ce moment-là, il y avait 200 acres autour de la terre qui leur appartenaient. Ça s'appelait c'était un des albums de Lucky Luke, c'était le. Bref, donc j'ai de la famille dans l'Oklahoma et l'histoire raconte que leur ancêtre était parti, avait planté un piquet dans un territoire qui était très très bien et qui allait devenir tout le territoire sur lequel l'université de l'Oklahoma s'est développée, à Oklahoma City. Et l'embêtant, c'est qu'il l'a perdu le soir même au poker. Ah oui, c'est con. Voilà. C'est des histoires qu'on raconte dans la famille, mais je trouve ça assez rigolo. Le coup de perdre, je sais pas combien de billets d'hectares au poker, c'est quand même. Ouais, ouais, et l'Oklahoma, donc solide. Et d'ailleurs, Trump a progressé dans absolument tous les États des États-Unis, les 50, à l'exception de l'État de Washington, où je crois qu'il a peut-être eu 0,1 ou 0,2% de moins. Mais sinon, il a progressé absolument partout. Et c'est ça que je trouve intéressant. C'est d'une part les anciens swing states, parce qu'il faut quand même se rappeler, en 2012, un candidat démocrate, donc Obama, avait quand même remporté l'Ohio, la Floride, l'Iowa, et alors pas le Texas, mais le Texas, comment dire, beaucoup de démocrates espéraient que le Texas puisse devenir un flip state. Et en l'occurrence, aujourd'hui, alors l'Ohio, Trump remporte l'État avec 11% de marge. La Floride, C'est plus un swing state, l'Ohio. non mais justement, ça le fut, mais ça ne l'est plus du tout. Aujourd'hui, c'est un État rouge de rouge. Et pareil pour la Floride. La Floride, il y a pas si longtemps, c'était un État vraiment qui pouvait aller dans les deux côtés. Et aujourd'hui, Trump gagne l'État avec 13% de marge. L'Iowa, c'est pareil, alors que ça avait été remporté en 2012 par Obama. Et le Texas, beaucoup de démocrates espéraient, grâce à l'effet démographique, notamment le nombre de latinos dans l'État. Ça, c'est. Le Fallait Texas. pas dire du mal de Jésus-Christ, hein. Oui, Si vous c'est voulez sûr, à remporter mon le vote avis, des latinos, c'est pas, il faut pas ça n'a dire. pas Donc, aidé. Non. elle a dit du mal de Jésus, alors. Et aujourd'hui, le Texas, comment dire, le Texas a été remporté par Trump d'une manière encore plus confortable qu'en 2016, donc avec 14% de marge. Donc aujourd'hui, les démocrates, ils ont quand même une marge de manœuvre assez faible. Et surtout, il y avait l'analyse qui faisait fureur il y a 10 ans ou 15 ans, c'était qu'on allait se retrouver dans un monde où les Blancs normaux, si j'ose dire, de la région de Washington ou de Boston ou n'importe quoi, allaient se retrouver minoritaires et qu'il allait y avoir un monde dans lequel il n'y aurait plus que des latino-américains, Mhm. des gens de couleur et qui seraient majoritaires. Et l'hypothèse, c'est que tous ces gens-là allaient voter
démocrate jusqu'à la fin des temps. Mais ce qu'a montré très bien Candice Owen, là, qui est une petite de droite et qui est noire, elle a dit sans arrêt, il faut faire sortir les Noirs de ce qu'elle appelle la plantation. Mhm. C'est-à-dire que il faut savoir que tous les démocrates viennent du Sud au départ. Et que c'était eux qui étaient pour l'esclavage, c'était eux qui étaient pour empêcher les Noirs de voter. Et donc, ils ont essayé d'organiser un système où ils maintiendraient les Noirs en état de servitude en leur filant des subventions, à condition que les Noirs votent pour eux. Et ce que dénonce Candice Owen. Et c'est assez rigolo parce que elle a eu l'air d'avoir une influence très considérable sur toute une série, en particulier d'hommes noirs, qui disent, mais Mhm. il y en a marre qu'on nous supplante de nos familles, qu'on se fasse virer parce qu'on donne des subventions à nos femmes parce qu'elles nous virent. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a une espèce de mouvement chez les Noirs d'un appel à la responsabilité qui joue contre les démocrates. Et ça, Ouais. c'est un fait nouveau. Et chez les Latinos, si vous commencez à dire du mal de Jésus et tout, là, vous êtes mal barré, hein. Bah, les hommes latinos ont voté en majorité pour Trump, hein. Pas les femmes, mais les hommes, oui. Là pour le coup, c'est vraiment un truc assez nouveau. Ça ne s'était jamais vu. Les latinos qui votaient, une démographie des latinos qui votaient en majorité pour Trump. Au global, c'est 45% en comprenant les hommes et les femmes, ce qui est déjà énorme. Et les hommes ont voté en majorité, les hommes latinos ont voté en majorité pour Trump quand même. Oui, et donc, on a essayé de présenter cette élection comme une élection des hommes contre les femmes. D'un côté, les gros machistes, de l'autre côté, l'espoir de l'humanité. Mais ça n'a pas très bien marché. Ouais, ouais. Il y a des tas de femmes qui sont pas très mécontentes de leur mari. Il y en a quelques-unes, mais pas tellement que ça, quoi. Et je voulais parler aussi de quelques États qui sont d'habitude des États des blue states, c'est-à-dire on n'imagine même pas qu'un jour ils puissent voter pour des républicains. Et là aussi, ça a quand même pas mal bougé. Ne serait-ce qu'en Californie, la marge aujourd'hui est beaucoup plus faible qu'elle ne l'était en 2020, mais il y a mais elle est quand même encore très 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 confortable pour les démocrates. Mais il y a d'autres endroits où c'est moins sûr. Dans le Minnesota, la marge elle est de 2,8%. Et en plus de ça, je dis c'est 2,8%, mais en plus de ça, il y avait quand même des bulletins Kennedy dans le Minnesota. Faut quand même le rappeler. Et les bulletins Kennedy, ils ont fait 0,8% des voix. Donc parce qu'il y a certains États dans lesquels, bien sûr, Robert Kennedy voulait retirer ses voix, et ces États n'ont pas accepté. Ce qui aurait été peut-être un petit peu scandaleux si ça avait fait changer de certains États, comment dire, si ça avait compté dans la marge. Le ralliement de Kennedy à Trump, c'est probablement ce qui a fait basculer l'élection. Mhm. Parce que les gens se sont dit, s'il y a Trump, s'il y a Musk, s'il y a Rogan, s'il y a toute une série de gens qui respectent, qui écoutent et qui disent pas que des bêtises, qui sont en train de dire qu'il y a un danger à voter pour les démocrates, et si Kennedy le dit, donc je crois vraiment que ce qui a fait basculer l'élection complètement, c'est Kennedy. Et le fait qu'il soit rallié a permis à toute une série de gens de se sentir libres de changer de camp. Oui. Ça a permis, si vous voulez, ça a permis une espèce de libération du vote. Ouais, ouais, effectivement, bah, c'est-à-dire, en fait, c'était symptomatique de quelque chose. Et Tulsi Gabbard a fait la même chose. Et je veux dire, quand on dit c'est des anciens démocrates, on n'abuse vraiment pas. C'est pas des gens qui étaient démocrates une fois il y a 40 ans. C'est vraiment des gens qui ont mené toute leur vie, toute leur carrière au sein du Parti Sans démocrate. vouloir dire du genre, mais enfin, les démocrates de ma jeunesse, si vous voulez, quand j'étais aux États-Unis, ils étaient pour des types comme Moynihan, qui était un démocrate, sénateur, je crois, de l'État de New York, mais ils étaient pour la liberté de parole, contre la guerre, enfin, pour une éducation de qualité. Enfin bref, il y avait toutes les qualités, ces gars-là. Et en l'espace, un peu comme en France, en l'espace de 40 ou 50 ans, ils sont passés d'un soutien actif aux gens travailleurs, allez, à un soutien actif aux gens qui sont un peu différents, quoi. Donc les LGBTQ et tout, et ça a pas enthousiasmé ceux ils ont abandonné, quoi. La gauche américaine a abandonné le peuple américain. Ouais, et oui, en fait, c'est-à-dire que là où Trump, pour le coup, parlait à la nation, elle parlait, je sais plus qui dit ça, mais Là, il parlait à ceux qui étaient fiers d'être américains. oui, en fait, Bon, il y en a comme un paquet. il parlait de l'Amérique aux Américains. Et Kamala Harris, elle parlait aux Noirs, elle parlait aux Latinos, elle parlait aux LGBT, elle parlait à chaque communauté. Mais on a envie de se dire, oui, mais où est la nation dans tout ça? Parce qu'en fait, enfin, C'était la stratégie d'Obama.
Et Ouais. les gens ont vu les résultats de la stratégie d'Obama, qui a sans doute été le pire président des États-Unis, il avait quasiment créé les conditions d'une guerre civile aux États-Unis. Ouais. C'était, euh, donc les gens sont au début ça vous séduit, ils s'occupent des gens qui sont défavorisés, puis à la fin de s'occuper que des gens défavorisés, ben vous dites que ça vous enthousiasme pas vous. Ouais. Et il y a une autre démographie aussi qui a changé de vote, ou plutôt qui est arrivée dans le vote, c'est les jeunes. C'est-à-dire que c'est les hommes principalement, mais les femmes aussi, il y a eu un shift. Mais principalement les hommes, par exemple en 2020, les hommes âgés de 18 à 29 ans avaient voté pour Biden avec une marge de 15%. Et là, cette année, donc 4 ans plus tard, ils ont voté pour Trump avec une marge de 14%. Et c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment une question de génération, notamment vis-à-vis du wokisme. C'est-à-dire que le wokisme, en fait, c'est plus une sorte de religion civique de millennials. C'est plus la génération précédente qui était beaucoup plus influente, d'ailleurs, il y a quelques années sur les campus américains qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a toute une sorte de nouvelle jeunesse, alors principalement dans les États rouges, mais justement dans les universités au Texas ou en Floride ou ailleurs, dans les États rouges, tout le monde est à droite, tout le monde est pour Trump. Il y a absolument, vous avez peut-être vu d'ailleurs sur Internet, c'est ce qu'on appelle les frates, c'est-à-dire toutes ces maisons. Aussi c'est lié à quelque chose, c'est que qu'on le veuille ou non, toute cette espèce d'assemblage des minorités avait un ennemi commun qui était le mâle blanc. Mhm. Le Ouais. type qui était, donc, si vous avez 25 ans, que vous avez un peu de testostérone et qu'on vous explique toute la journée que vous êtes un salopard, que vous avez au bout d'un certain temps, vous dites, bon, mais ça va bien, je suis Ouais. pas si mal que ça, donc je vais voter pour le gars que j'aimerais être. Ouais. Ouais, ouais, et puis il y a une question aussi de rétablir un peu le rêve américain, c'est-à-dire que c'est aussi une génération qui se dit, mais je suis né dans un pays génial où mes grands-parents, peut-être mes parents, ont pu vivre ce rêve américain, ce qui est pas complètement fou à la fois, c'est juste être propriétaire de sa maison, voilà, avoir une belle voiture, voire deux, pouvoir aller en vacances où on veut, voilà, c'est peut-être avoir un chien ou deux à la maison, et comment dire, les démocrates ne permettent pas de rêver à cela. Aucune raison. Ils ont tellement d'espace qu'il n'y a aucune raison que ça se produise pas. C'est qu'il y avait une espèce aussi d'écologie dramatique qui empêchait de bâtir de nouvelles maisons parce que ça mettait Gaïa en danger. Ouais. Donc, au bout d'un certain temps, ils se sont dit, c'est bien joli, je peux pas rouler, je peux pas habiter, je peux pas avoir de faim, je peux pas avoir de jardin et tout pour sauver Gaïa. Vous savez quoi, Gaïa, je me la colle quelque part et je vais aller voter Trump. Moi, ça me paraît assez raisonnable comme façon de penser. Et je trouve que en fait c'est symptomatique du fait que la liberté au sein de la jeunesse redevient la valeur cardinale. C'est-à-dire que il y a quelques années, l'objectif, enfin évidemment je fais des généralités, mais je suis obligé pour faire ce genre d'analyse. Les millennials rêvaient plutôt de trucs comme le revenu universel. Voilà, ils rêvaient de travailler depuis chez eux pour Disney ou pour des je sais pas quelle entreprise et de recevoir leur revenu universel et voilà de continuer d'être des consommateurs sans vraiment avoir de but dans la vie, continuer à aller à Disneyland, enfin voilà jusqu'à avoir 50 ans. Et aujourd'hui justement cette nouvelle jeunesse qui commence à voter se dit non mais nous c'est pas ça le projet, nous on veut être libre, on veut devenir riche en travaillant, on veut avoir cette possibilité là. Voilà, on veut pas être des locs toute notre Vous vie. avez raison, et vous avez ce qui s'est passé, on pouvait annoncer le résultat de Trump aussi curieux que ça paraisse, en regardant simplement les résultats financiers de Disney. Ah, Oui. ils nous ont fait navet après navet pour expliquer les beautés du LGBTQ, de toutes des plans et tout. Et en fait, le catastrophe de Disney financière annonce le succès de Trump. Parce que tout Oui. ce qu'ils nous ont... Les gens ne veulent plus écouter ces messages, qui Ouais. sont des messages d'abandon, de lâcheté. Ouais. Oui, et d'ailleurs Disney c'est pas la seule entreprise qui est dans cette position. J'avais parlé déjà de Ubisoft. Alors Ubisoft c'est pas américain, mais c'est au Québec, mais c'est représentatif de la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est pas ça qui fait fonctionner le monde, c'est pas ces idées-là, c'est pas le wokisme. Au contraire, c'est un monde beaucoup plus libre. Ou alors vous pouvez faire des œuvres de gauche, il y en a toujours eu, mais déjà faites-le avec la volonté de plaire au plus grand nombre. Et autrefois, voilà, il y avait pas de problème avec Il ça. faut que ça soit attirant.
Oui, bien sûr. Et aujourd'hui, on a l'impression que c'est vraiment mis au second plan et que le plus important, c'est pas de faire des films qui soient vus par tout le monde, c'est de faire des films qui plaisent à certains, notamment dans les ressources humaines, quoi. Donc et qui sortent des universités Enfin, tout ça, d'État de c'est gauche. des bêtises, mais enfin, il faut dire que la classe dirigeante américaine d'origine démocrate a enfilé les bêtises depuis 15 ou 20 ans, et aujourd'hui, dans tous les collèges américains de bon renom, 98% du corps enseignant est démocrate. Ça Mhm. veut dire qu'aujourd'hui, si vous et moi, quand on était étudiants, vous récemment et moi un peu avant, on avait quand même une certaine tendance à être contre nos professeurs. Donc, si tous vos professeurs sont de gauche, il est évident, vous allez être contre eux, quoi, c'est normal. Il y a peut-être cette idée. Dans les années 50, ils étaient tous bien élevés, polis et tout, cravate et tenue crasée. Ben, et ça donnait la génération de mai 68 qui était contre eux. Mhm. Donc aujourd'hui, on a eu une espèce de... En fait, on pourrait presque analyser ce qui se passe comme un contre mai 68. Oui, bah, c'est-à-dire que les idées qui autrefois se voulaient rebelles sont arrivées au pouvoir, c'est peut-être la pire chose qui pouvait leur arriver. Exactement. Et donc, Et c'est un immense contre mai 68. ouais, c'est Et les, et les gens de mai 68, qui ont été à l'origine, qui sont encore au pouvoir ici ou là, ne comprennent absolument pas, parce qu'ils sont restés dans leur schéma mental qu'ils étaient les rebelles. En fait, Mhm. ils sont rien du tout, ils sont pas les rebelles, ils sont des gentils toutous qui vont bouffer des nourritures de mauvaise qualité, comme les bons caniches qui sont, et c'est ce que va essayer de faire, de leur prouver ce brave Kennedy, en leur disant, mais vous vous rendez pas compte qu'on vous file de la merde à bouffer en plus? Et Ouais, il dit quelque chose d'intéressant quand même, c'est qu'il y a 50 ans, il y avait 3% de la population américaine qui était obèse. ouais, Aujourd'hui, il y en a 60. Ouais, ouais, il y a quelque chose qui s'est passé dans l'alimentation, quoi. C'est pas possible. Vous pouvez passer pas au Japon, ils sont toujours qu'à 3% d'obèses, hein. ouais. 3% d'obèses, c'est Et le truc. pourtant, c'est un pays très capitaliste, on mange plein de trucs, enfin voilà, c'est... Mais enfin, dès que vous arrivez aux États-Unis, vous pouvez pas, même si vous bouffez rien, vous prenez 3 kilos, quoi. C'est Ouais, extraordinaire. Je sais pas s'ils foutent dedans. Mais enfin, donc ils ont des vrais problèmes de contrôle de leur multinationale, de leur système d'information, qui tous étaient devenus non démocratiques. Moi, si je suis un bon vieux financier, qu'il y a un truc que j'achèterais pas en bourse en jouet aux États-Unis, c'est tout ce qui est pharmaceutique et tout ce qui est bouffe. Parce qu'il ouais, est certain ils vont avoir Kennedy sur le dos et qu'il va pas les lâcher. Et ouais, qu'ils seront se retrouver avec des procès sur le dos qui feront paraître ceux qu'on a eu sur le tabac comme de la rigolade, hein. ouais, ouais, ouais. Oui, Je crois qu'il effectivement, va y avoir ça va faire la fortune des avocats, ça. ouais, ouais, il veut s'attaquer. Alors, en priorité, je pense il va d'abord s'attaquer à tous les aliments surtransformés, c'est-à-dire, vous savez, tous les Fruit Loops, tous les trucs, notamment qu'on prend au petit-déj aux États-Unis, qui sont des trucs. C'est d'ailleurs assez intéressant parce que les mêmes boîtes font, c'est ce qu'explique Kennedy, les mêmes boîtes qui font supposément les mêmes céréales aux États-Unis et ailleurs dans le monde. En fait, c'est pas du tout le même rendu aux États-Unis et ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a des réglementations dans d'autres pays qui font qu'on peut pas mettre 14 000 additifs, alors qu'il y en a aux États-Unis. Et justement, c'est un problème. Donc, il va s'attaquer à ce problème en priorité. Ensuite, il y a tout le truc, tout le problème des seed oils, notamment par rapport au fast-food. Il dit que voilà, avant, on faisait pas ça comme ça et que ça ne crée pas autant d'obésité. Il est pas contre les fast-food en tant que tel. Il dit que ça fait partie un peu de la culture américaine, mais que en revanche, il faut faire en sorte que ça soit pas responsable de 80% de l'obésité, quoi. Non, c'est absolument ça. Mais tout ce qu'il y a, le sucre, etc., qui a une espèce de monopole du sucre aux États-Unis qui est scandaleux, quoi. Donc, on se retrouve dans un monde où, en- d'ailleurs, celle qui était le plus dans les mains de l'industrie pharmaceutique et de l'industrie, en partie pharmaceutique, mais aussi alimentaire, de tous les sénateurs aux États-Unis, c'était Kamala. Tout le Ouais. monde savait que c'était eux qui payaient ces notes de frais, quoi. Mhm. Donc, la campagne de Kamala, il y avait que des gars qui travaillaient dans ces grandes sociétés, qui étaient un petit peu comme chez nous avec Monsieur Macron, qui était entouré de McKinsey, là, McKinsey, là. Ouais. Dans la campagne de Trump, il n'y avait pas un représentant de ces gars-là. C'est-à-dire que Effectivement. la première, il y en avait, mais la deuxième, il n'y en avait pas un. Ouais, effectivement. Alors, c'est aussi intéressant de voir quelques réactions par rapport à la victoire de Donald Trump, et je trouve que ça montre effectivement quelque chose, c'est que le monde des milliardaires mais entrepreneurs est plus pro-Trump,
Et le monde, justement, des grandes entreprises dont les marges reposent sur une rente par rapport à leur contrat avec l'État, sont beaucoup plus du côté de Kamala. Et ça m'a amusé parce que évidemment, on sait que Elon Musk est avec Trump, ça fait un moment. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est aussi les réactions à la victoire de Trump chez certains. Donc déjà, il y a Jeff Bezos qui a vivement félicité Donald Trump. Et il faut rappeler que Jeff Bezos, il a toujours été démocrate avant cela. C'est lui qui a racheté le Washington Post, hein. Voilà, tout à fait. Il a racheté le Washington Post et d'ailleurs, il a demandé à la rédaction du Washington Post de ne pas soutenir de candidat. Ce qui en a heurté plus d'un à Washington parce que d'habitude, le Washington Post soutient tout le temps le démocrate, quoi. Et donc là, c'était vraiment un gros changement et surtout venant de Jeff Bezos qui a toujours été démocrate. Et Jeff Bezos, c'est une figure qui est un peu semblable à celle d'Elon Musk. C'est un grand entrepreneur. Et il y a aussi Mark Zuckerberg, Tim Cook, Sam Altman, Altman c'est OpenAI, le PDG de Microsoft, tous ces gens-là ont félicité Donald Trump en disant voilà, heureux de pouvoir travailler avec vous pour faire de grandes choses. Donc c'est notamment tout le milieu de la tech qui est très content de l'élection de Donald Trump. Oui. J'ai vu une remarque d'un homme politique français qui m'a laissé pantois, je crois qu'il s'appelle Bureau. Il a dit, j'espère que la victoire de Trump ne veut pas dire la fin de la démocratie, comme nous l'a montré Monsieur Musk quand il a pris le contrôle de Twitter. Alors, Oui. je me suis dit, celui-là, il a tout compris, parce que c'est vraiment Twitter qui était complètement gangrené, qui était par tous ces salopards. Et Musk est arrivé, les a tous virés, et maintenant, tout le monde peut dire ce qu'il veut sur Twitter. Et Ouais. ce bureau appelle ça une défaite de la démocratie. C'est-à-dire que la démocratie, pour lui, c'est de permettre à ceux qui ont le pouvoir d'empêcher les autres de parler, quoi. Ouais. Ouais. C'est bien ça. Ouais, c'est sûr. Et on a vu pas mal de têtes déconfites hein, le soir de l'élection, des gens qui avaient annoncé à l'avance la victoire de Kamala Harris en disant que c'était pas possible. J'ai regardé cette grande lumière de l'humanité qui est Anne Sinclair, qui se lamentait. Je me disais, moi, si j'étais elle, je dirais rien. Ouais, mais ce que je trouve intéressant, c'est que, enfin, il y a plein de choses intéressantes à voir dans cette victoire, mais c'est que l'ambiance, l'atmosphère est beaucoup plus détendue et enthousiaste déjà qu'en 2020 par rapport à la victoire de Biden. Ou alors, pour beaucoup de gens, la victoire de Biden était une sorte de soulagement, c'est-à-dire qu'ils en avaient marre de Donald Trump, mais c'était pas pour autant une lueur d'espoir. C'était pas vraiment on va accomplir des grandes choses. Et l'atmosphère est plus détendue aussi qu'en 2016, où il y avait une espèce de grande inconnue. Déjà, Donald Trump avait 3 millions de voix de moins que Hillary Clinton, et donc ça faisait comment dire, dans l'esprit de beaucoup de gens, c'était presque une erreur, c'est à pas grand chose près, il aurait perdu. Alors que là, pour le coup, c'est vraiment ce qu'on dit en anglais, c'est landslide. Donc déjà, il a remporté tous les états clés, on l'a dit, avec une marge confortable en plus dans chacun d'entre eux. Et en plus, il a gagné aussi ce que peu de gens avaient prédit, il a gagné au suffrage populaire aussi. Il a eu 51% des voix. Vous avez parfaitement raison. Cette histoire, moi, ce que j'ai vu pendant cette campagne, c'est que Trump était assez rigolard. Mm. Il Tout était à fait. rigolard, il n'était pas du tout revanchard, agressif. La dernière fois, il jouait un peu les victimes, j'ai tout le monde contre moi, là, il en avait rien à foutre. Il était beaucoup plus gai. Ouais. En fait, c'était une campagne assez gay. Ouais. Alors que la campagne précédente, elle était tout sauf gay. Et donc, je me suis dit, tiens, ben, il y a quelqu'un qui doit bien le conseiller, ou alors lui-même, il se sent mieux dans sa peau. Oui, je pense qu'il y a un petit peu des deux. Je pense qu'il a une équipe peut-être autour de lui qui est meilleure. J'ai vu que apparemment son propre fils qui a 18 ans, Baron Trump, le conseillait notamment sur sa politique de podcast. Donc c'est lui qui l'a conseillé d'aller chez Lex Friedman. Alors je pense qu'il comptait déjà aller chez Joe Rogan, mais peut-être que c'est son fils qui l'en a convaincu. Enfin voilà, il a une équipe qui est très resserrée, qui avait l'air très joviale et puis effectivement l'ambiance était beaucoup plus apaisée pardon et ce que je trouve aussi très intéressant c'est comment le monde entier a réagi à la victoire de Trump, c'est-à-dire que on va attendre encore presque 2 mois avant qu'il soit investi, mais on a l'impression que le monde entier s'est un peu calmé et on a On l'impression a l'impression que le monde entier dit, le shérif est de retour. Donc voilà. les conneries vont peut-être s'arrêter. On va peut-être Voilà, voir vous une savez guerre quand ou deux.
quand on a une prof remplaçante à l'école, au collège ou au lycée, en général, parfois elle peut avoir du mal à se faire respecter. Il y avait un peu ce côté-là avec Kamala ou avec Joe Biden, et donc tout le monde fait la fête, tout le monde fait n'importe quoi, et puis ensuite il y a le directeur qui rentre, et le directeur c'est Donald Trump. Et là tout le monde se calme. Bon, ben maintenant, les gars assis debout, et voilà, non, mais c'est tout à fait ça. J'ai l'impression que c'est le retour du chef. Ouais, ouais, ouais. Et Donc je crois que c'est ça qui a énervé, qui égale, c'est le plus les gens, les anti-Trump, et cette espèce de haine presque maladive, c'est la haine du chef, la haine du type compétent, la ouais, haine du type qui est né pour commander. Ben, ouais. ça existe. Et il y en a qui parfois le font pour le bonheur de leur peuple, et il y en a pas toujours, puis ils le font pour le malheur de leur peuple. Mais là, il est évident que Trump est un type qui génère des passions très fortes. Oui, oui, c'est sûr. Et je pense que aussi c'est révélateur de quelque chose. Je pense que les États-Unis étaient en crise de leadership. Peut-être qu'en 2020 ils ont cru que Joe Biden pouvait continuer d'être le leader. Le problème c'est qu'il avait enfin déjà peut-être son profil n'était pas le bon ou du moins ses problèmes de santé l'ont empêché de l'être. Mais Et ça a toujours été un second couteau, hein. voilà, oui. Biden, ça a toujours été, Ouais, ouais. c'était le sénateur du. Ouais, il a toujours eu du mal à s'imposer. Et en revanche, avec Trump, on sait que c'est le chef, quoi. Pour le coup, on sait qui dirige. À la Maison Blanche, c'est Trump. Le chef, c'est Trump. Avec Kamala, on n'aurait pas su qui était vraiment derrière. Enfin, on se dirait c'est un peu Obama qui tire les ficelles, mais du coup, c'est pas vraiment démocratique. Donc c'est comment dire. Les États-Unis, je pense, ont besoin d'avoir un chef. C'est un pays extrêmement important dans le monde, qui a une place très importante et qui a eu du mal à comprendre sa propre place dans le monde dans les 4 dernières années. Et je pense qu'avec Trump, tout Non, ben revient. non, quand ils ont commencé à attaquer tout le monde, à faire des guerres à droite et à gauche sans aucune raison, Ouais, ça a commencé avec les Clinton qui ont bombardé la Serbie, puis ça continue avec Bush qui a été envahir l'Afghanistan, l'Irak, sans qu'on ouais, sache très bien pourquoi. Et donc, c'est embêtant quand le shérif devient fou, il se met à tirer sur tout le monde, quoi. ouais, Il bien faut que le sûr. shérif soit un peu comme John Wayne qui tire que sur les méchants, quoi. Oui, bah c'est un peu ça Donald Trump, c'est-à-dire que effectivement on sait pas trop quel était le projet par exemple en Ukraine, c'est-à-dire qu'à chaque fois on se met dans des guerres qui en finissent plus et qu'on gagne pas, mais on les soutient par devoir moral. Sauf que en fait, qu'est-ce qu'il y a de véritablement moral? J'ai Ouais. jamais vu l'intérêt du pouvoir moral de continuer à faire tuer des gens qui n'ont pas envie de se faire tuer, moi, ça. Oui, voilà. Qu'est-ce qu'il y a de particulièrement moral à faire en sorte juste que l'Ukraine résiste pendant quelques années de plus pour que des millions de personnes meurent et pour que à la fin le résultat ce soit quand même que la Russie gagne. Donc, je veux dire, soit on y va à fond, soit on n'y va pas. Mais voilà, c'est pour ça que Trump n'a pas du tout envie de continuer cette guerre de la manière dont c'est fait aujourd'hui. Donc, je sais pas quel sera son plan de paix exactement, mais peut-être que ce sera donner le Donbass à. Ce qui va se passer, c'est que, enfin, j'en sais rien, mais pour moi, le plus probable, c'est qu'il y ait une désertion tellement importante dans l'armée ukrainienne. À partir du moment où ils savent que ça va s'arrêter, que vous êtes en octobre 2017, 2018, vous n'avez pas tellement envie d'être dans les derniers à se faire tuer sur le front allemand. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes le front perdant en Allemagne, vous voyez que ça commence à partir, ben vous rentrez à pied à la maison, quoi. Faut pas déconner. Il me semble que vous êtes d'accord pour rester avec vos copains s'il y a une chance, mais si le front est en train de s'effondrer à les Beatles, ben les désertions, il va plus y avoir personne qui va vouloir se battre, quoi, c'est tout. Oui, oui, c'est sûr que sans le soutien des États-Unis, c'est foutu hein, pour l'Ukraine. Déjà qu'avec, c'est pas certain que ça tienne, mais alors Ça veut dire quelque chose d'intéressant, c'est que finalement, on a des gens à peu près compétents en Chine, avec Xi, Modi en Inde, Erdogan en Turquie, le président russe, on peut dire ce qu'on veut, mais enfin, il a l'air de tenir sa maison comme il faut. Et nous, on est avec des bras cassés. Et là, on se retrouve avec un nouveau chef. Il y a Orban qui tient la route. Le Polonais, ça n'a pas l'air trop mal. Mais la France, l'Allemagne, l'Angleterre, on a des guignols. ouais. Oui, et d'ailleurs, Et donc, on a des guignols dans un monde extraordinairement dangereux. ouais, c'est trois pays en crise politique. Keir Starmer vient d'être élu en Angleterre, mais enfin, il n'y a pas d'enthousiasme particulièrement fou à son égard. Ah ben non, il a été élu simplement parce qu'il ne voulait plus voter les conservateurs, mais c'est tout, quoi.
Voilà, Macron, il a plus de gouvernement, il fait des déclarations qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe dans le pays. On a l'impression qu'il s'occupe de tout sauf de la France. Et puis en Allemagne, on a aussi un problème avec la coalition. On risque d'avoir des élections très bientôt. En France, il paraît qu'on doit devenir des omnivores, mais moi, j'ai jamais cessé d'être un omnivore. Enfin, je bouffe assez peu de salade, mais enfin, sans ça, cette Oui. histoire d'omnivore, herbivore et je sais pas quoi, il dit, mais il est complètement à la masse, ce type. Ouais. Et puis, en fait, c'est une manière de dire aux autres Européens, venez acheter des armes françaises. Mais Mais je je crois crois Ouais, que mais les si on n'a autres, ils pas de vont. soldats parce qu'on n'a pas d'enfants, ils me font rigoler tous. C'est bien ouais, joli d'avoir des armes, mais si on n'a pas de, si on a, à partir du moment où on n'a pas d'enfants, il n'y a plus d'enfants, vous pouvez pas avoir une armée. L'armée, c'est pas des mecs de 70 balais, c'est des mecs de 20 ans qui courent avec un sac sur le dos quand il fait froid, quoi. ouais, C'est, pas faux. vous pourriez être dans l'armée, vous, tiens. Oui, tout à fait, tout à fait. Bah maintenant, j'ai presque la coupe pour y aller en plus. Oui, 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 Une là, dernière, vous mettrez avec les pieds sur la tête, ça serait parfait. ouais. Vous avez tout à fait la tête qu'il faut. Voilà. Et en fait, je me pose une question de manière plus générale, c'est quelle est la signification de cette élection? Parce que, en gros, en 2016, c'était un tremblement de terre, c'est-à-dire qu'il y avait dans tout l'Occident, il y avait des forces politiques qu'on appelait que certains Ah, En appellent. 1916, en 2016, c'était simplement la révolte contre Clinton. Ouais, Ils n'en pouvaient plus d'avoir cette Madame Clinton, puis ils avaient eu Bush, Clinton, Bush, ils avaient marre. Et elle a fait une campagne tellement maladroite en traitant les gens, les Américains de deplorables, de déplorables, là, que vraiment les gens se sont dit c'est pas possible, on peut pas voter pour elle. Bon, ça a été un truc de 2020, on peut encore en discuter, mais là, il est évident qu'on est en train d'avoir le retour des nations. oui, C'est le grand retour des nations contre l'ordre international. C'est ouais. évident. C'est c'est l'écroulement de l'ordre international. c'est exactement ça parce que 2016 a été vu, enfin aurait pu être vu comme une sorte d'anomalie de l'histoire, c'est-à-dire qu'en fait Clinton aurait dû gagner. C'était une révolte populiste. Et ensuite, quand il a perdu en 2020, tous les observateurs se sont dit, bah, finalement, voilà, tout revient tout redevient comme avant, tout redevient à la normale, l'ordre mondial est conservé. Et aujourd'hui, on a la confirmation que 2016 n'était pas du tout un hasard. Et en plus de ça, aujourd'hui, c'est tellement confortable que c'est une certitude, quoi. Et aujourd'hui, c'est vraiment, d'ailleurs, l'écrivain, c'est un peu le Attali américain. Enfin, je sais même plus s'il est américain d'ailleurs, mais c'est un peu le Attali international qui est Yuval Noah Harari a dit que si Trump gagnait, c'était la fin effectivement du nouvel ordre mondial. Donc c'est comment dire, le monde de Soros, le monde de ces gens-là. Et moi, c'est ce que j'appelle l'effondrement de la tour de Babel. Vous Ouais, savez, Ouais, dans la Bible, il y a l'effondrement de la tour de Babel, ils essayent de faire une tour, et puis Dieu leur fait parler des langues différentes, et tout le temps, ils se mettent sur la gueule. Et donc, dans l'histoire de l'humanité, on essaye sans arrêt de refaire la tour de Babel. Et d'ailleurs, il y a un tableau de Jérôme Bosch, où il y a la tour de Babel, je sais pas si vous l'avez peut-être en tête, on voit ouais, la tour de Babel qui est dans, ben, regardez les bâtiments de l'Europe à Bruxelles, ouais, c'est la tour, pardon, à Strasbourg, c'est la tour de Babel de Jérôme Bosch. ouais. C'est-à-dire qu'ils ont consciemment fait une architecture qui ressemblait à la tour de Babel. Donc c'était une tentative de créer. Et encore une fois, ce qui est amusant, c'est que la tour de Babel, c'était contre Dieu. Ils voulaient s'élever jusqu'à Dieu, montrer que l'homme était l'équivalent de Dieu. Et donc toutes ces tentatives de gouvernement mondial, c'est contre Dieu que ça se passe. Et ce qui me fait rigoler, c'est qu'une fois de plus, ça se pète la gueule. Ouais, Je trouve ça ouais. au poil. et il y a aussi une dernière chose que je voulais évoquer. Alors je mettrai donc une carte à l'écran. C'est à quoi la carte électorale devrait ressembler en 2030. C'est-à-dire que voilà, comme on le sait, les États américains ont des grands électeurs pour désigner donc le président de la République. Et ces grands électeurs sont donnés de manière proportionnelle à la population. Et donc, selon cette carte, je ne sais pas si vous allez bien la voir, vous. En plus de ça, elle est peut-être en... Voilà. Donc, en gros, ce qu'on devrait avoir, c'est le Texas qui gagne 4 grands électeurs, la Floride qui en gagne 3, la Californie qui en perd 4, New York qui en perd 3. Donc déjà, rien qu'avec ça, ça fait, si on part du principe que les États républicains restent républicains et que les États démocrates restent démocrates, ça fait déjà moins 14 grands électeurs pour les démocrates. Donc cette carte, elle évolue pas du tout en faveur du vote démocrate. Il y a aussi d'autres États
qui votent démocrate. L'Oregon devrait en perdre un. Ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin, l'Illinois ils ont pas 2. besoin de 278, mais ils en auraient besoin de 264, quoi. C'est-à-dire que oui, en fait, les swing states seraient plus importants pour les démocrates que pour les républicains, en fait. C'est-à-dire que Les républicains. Les républicains se retrouvent avec 2 ou 3 gros poids lourds, quoi. voilà, c'est ça. Ils partiraient de plus haut que les démocrates. Alors qu'aujourd'hui, c'est plutôt les démocrates qui partent de plus haut que les Et ça républicains. va être encore plus important pour ce qui est des représentants, parce que là, c'est directement proportionnel. Donc, ça veut dire que la majorité des représentants, d'ailleurs, on sait pas toujours pas, on est toujours à 210 ou 212 pour les républicains, on n'a pas passé les 218. Ah oui, je crois que c'est à 2 ou 3 près encore, il me semble. c'est C'est encore Il y a encore très très peut-être serré. donc 4. Mais les républicains sont quand même favoris. Mais il en selon reste New York 7, Times. je crois, dont 4 qui sont favorables aux républicains, donc ça les amènerait à 220, quoi. Voilà, Donc, exactement. voilà. Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, il a tous les pouvoirs, et il a tous les pouvoirs pour 2 ans. C'est-à-dire que Ouais. toutes les réformes doivent avoir lieu dans les 2 ans qui viennent, parce que dans 2 ans, il y a de nouvelles élections. Tout à fait, parce qu'il faut aussi se rappeler qu'en 2016, il y a beaucoup de trucs qui avaient traîné. Et puis, son propre entourage à Trump, même parmi les républicains, beaucoup étaient des républicains de l'ère Bush, donc des néocons, des rhinos. Et donc, on pense... voilà, c'est tous les John Bolton, les Mike Pompeo, tous ces types-là qui aujourd'hui ne seront plus dans l'administration Trump. Donc aujourd'hui, Trump a vraiment les mains libres, même au sein de son propre camp. C'est aujourd'hui MAGA est plus important que le Parti républicain. Il sait qu'il a 2 ans. Donc, j'ai l'impression que dans les 100 premiers jours, ça va y aller, hein. Ouais, bah déjà, il prend beaucoup de choses en main avant même qu'il soit investi, notamment sur les questions internationales. Il met Musk et il met et Kennedy dans presque toutes les discussions qu'ils ont, hein. Donc, ils discutent à 3 avant de faire les nominations, etc. C'est assez remarquable. Oui, tout à fait. C'est très bien d'ailleurs, parce que effectivement, il y avait justement des rumeurs qui disaient que Mike Pompeo serait encore dans l'administration, ce qui aurait été une sorte de défaite interne pour les MAGA, parce que c'est un ancien néocon. Et donc Trump a quand même fait un message officiel pour dire non, il y sera pas. Pareil pour Nikki Haley, qui était l'ancienne candidate à la primaire républicaine, qui était aussi plus dans cette aile. Voilà, il a quand même rassuré sa base, et je pense qu'effectivement, ça peut venir de discussions qu'il a avec son entourage, oui, tout à fait. Et aussi de quelques souvenirs. J'ai vu aussi que le chef du FBI venait de démissionner pour prendre sa retraite, avant d'être mis en prison, j'imagine. Et il pourra aller passer sa retraite en prison. Et puis, il y en a quelques-uns qui doivent commencer à avoir... tous les gars qui avaient, vous savez, dit que l'ordinateur du jeune Biden était un truc russe. Il y en avait eu 65, dont l'ancien patron de la CIA, l'ancien patron du FBI, etc., qui avait dit que c'était une manipulation russe. Trump a enlevé toutes leurs... ils ne sont plus habilités au secret défense. Ouais, C'est-à-dire qu'ils ont plus rien, quoi. Donc, on sent que ça va nettoyer un peu. Allez. Ah oui, je pense que ça va bien nettoyer. C'est ce qui aurait dû être fait en 2016. Il n'a pas pu parce on lui a mis l'affaire russe sur le dos. Pendant les 2 premières années, il s'est bagarré pour expliquer qu'il n'était pas un espion russe. Oui, et puis les 2 années suivantes, c'était les démocrates qui avaient la majorité à la Chambre, donc c'était aussi compliqué. Et puis il devait préparer sa réélection, c'était pas facile. Donc là, il s'est fait avoir la première année. Ils auraient mieux fait de le laisser gagner la deuxième fois. Ils n'ont pas laissé gagner, ils l'ont fait perdre. Je crois que c'était une erreur de proportion historique. Mais alors justement, c'est complètement dingue, parce que j'en viendrais presque à me dire, par rapport à tout ce qu'on voit aujourd'hui, je suis plus content que Trump ait gagné aujourd'hui que s'il avait gagné en 2020. C'est complètement fou. C'est-à-dire que évidemment en 2020, bon, j'étais ronchon, j'aurais préféré que Trump gagne, mais du coup il n'aurait pas pu avoir un autre terme aujourd'hui en 2024. Et je trouve ça, surtout maintenant, il sait ce qu'il doit faire. Oui, surtout maintenant, il sait ce qu'il doit faire. Il a vu par qui il avait été trahi. Il a vu la réalité, il sait ce qu'il doit faire. Son équipe est d'autant plus solide, et puis, comment dire, par rapport à ce qui s'est passé dans sa vie personnelle dans cette campagne, je veux dire, c'est biblique. Tous ces ennuis judiciaires, les tentatives de meurtre, cette campagne était absolument fabuleuse, et cette campagne n'aurait pas pu avoir lieu s'il avait gagné en 2020. Et il nous a fait sortir le jeune Vance, qui avait un type de qualité.
Tout à fait. Bah, D'ailleurs, dans tous les sondages qui essayent de mesurer la popularité des candidats, de tous les colistiers, donc Trump, J.D. Vance, Kamala Harris et Tim Walz, c'est J.D. Vance qui est le plus populaire des quatre. Donc clairement, c'est intéressant parce que il a une belle histoire. Hein. Il a une très belle histoire. C'est vraiment, le type est né littéralement dans une ville qui s'appelle Middletown. Donc c'est vraiment, c'est même pas la classe moyenne. Hein, c'est vraiment la. Non, sa mère était alcoolique. Enfin, c'était effrayant, quoi. Voilà, c'est ce qu'on appelle les hillbillies. C'est vraiment la plèbe américaine, plutôt républicaine d'ailleurs, en Ohio. Et le type, voilà, il s'est pour le coup extrait de lui tout seul. C'est la pure méritocratie. C'est le pur rêve américain, J.D. Vance. Il est parfait, ce type. Il a écrit un best-seller. Ouais. Il a fait Yale Law School, qui est la plus difficile des États-Unis. Il a épousé sa femme là, qui est indienne, je crois, qui est très sympa. Et donc, je crois que ses enfants ont fait campagne avec lui. Enfin, honnêtement, ça a l'air d'être le gendre parfait, ce gars-là. Ouais, tout à fait. Bah, c'est pour le coup, c'était aussi un problème avec Trump avant, c'est que Trump, c'est une personnalité, le type est plus grand que la vie, quoi, bigger than life. Le type est immense. Enfin voilà, il croque la vie et on savait pas qui allait pouvoir lui succéder parce que Mike Pence, c'était pas vraiment le même homme. C'était son vice-président, mais personne dans le camp républicain, enfin en tout cas dans le camp MAGA, ne voulait. Voilà, exactement. Et aujourd'hui, avec J.D. Vance, c'est très différent. Déjà, il est assez jeune. Et beaucoup de gens le voient comme le successeur de Trump aujourd'hui. Est-ce qui fait que s'ils descendent Trump, ils vont se retrouver avec. Ah bah oui. Bah je pense que ça sera pas un cadeau. Je pense que faut quand même rappeler qu'il a choisi son vice-président après s'être fait tirer dessus. Donc à mon avis, il y a aussi un côté si vous me tuez, sachez que ce qui viendra après ne sera pas mieux que moi pour vous. Voilà. Ça c'est le coup habituel des vice-présidents, quoi. Voilà. Donc je crois que j'ai couvert tout le terrain que je souhaitais couvrir par rapport à cette élection. C'était absolument passionnant. La nouvelle extraordinaire que les gens doivent garder en mémoire, c'est que c'est le retour de la nation, la fin de l'ordre multilatéral et la nécessité pour chaque nation de défendre ses intérêts propres. Comme le disait, je crois, c'était un premier ministre anglais, les nations n'ont pas d'amis, elles n'ont que des intérêts. Et le but du gouvernement, c'est de les défendre. Donc, on essayait de nous faire croire qu'il y avait une espèce d'intérêt commun, qu'on allait créer un gouvernement mondial qui allait vouloir c'est en train de s'écrouler, comme ça s'écroule toujours. Et on revient à la réalité première, c'est que la seule chose qui existe en politique, c'est la nation. Ouais, tout à fait. À ce point de vue, beaucoup de gens assimilent Trump à un isolationniste pur, c'est-à-dire qu'il ne se soucie pas de ce qui se passe en dehors de son pays. C'est pas tout à fait ça, c'est-à-dire que c'est un isolationniste des intérêts. C'est-à-dire que ce qui ne regarde pas les intérêts américains, il s'en fiche. En revanche, si il y a des choses à l'international qui intéressent les intérêts américains, à ce moment-là, il va être sur le coup et je peux vous dire qu'il va négocier comme un malade. Les États-Unis. Voilà, exactement. Donc je pense que c'est. On ait ça en France. Oui, on aimerait bien avoir ça en France, effectivement. Et là, je vois pas qui peut incarner ça. Donc bon, c'est aussi ce genre de contraste qui fait que cette semaine particulièrement, plus que les autres, parfois on est un peu jaloux des Américains. Voilà. Il y a des moments cette semaine où je me suis dit. Je suis un peu jaloux d'eux. J'aimerais bien avoir un type comme ça à la tête du pays parce que franchement, chez nous, c'est pas gagné, quoi. Donc voilà. Je crois qu'on en a terminé avec cette émission. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Voilà. Lointaine Asie. Voilà. D'ailleurs, est-ce que c'est toujours comme avant la Chine? Ça pas. Oui, mais ce qui est tout étonnant quand vous allez en Asie, en Inde, etc., il y a beaucoup de monde. Ils sont beaucoup. Ouais. On oublie qu'on n'est pas très nombreux en Europe. Mais quand vous voyez que, par exemple, aux Philippines, il y a 120 millions de gars. Ouais. Vous vous dites 120 millions, c'est quand en Indonésie, il y en a près de 300, vous vous dites, on n'est pas... on n'est plus la majorité, quoi. Ah non, c'est sûr. Oui, 120 millions, c'est presque 2 fois la France.
vous venez dans un endroit qui est assez, enfin paisible, j'exagère, mais où il y a assez peu de monde. Vous vous baladez dans la campagne française, il n'y a personne. Enfin. Ouais. Puis là, vous arrivez dans un monde où il y a du monde partout. Ouais, Ça bouge. C'est curieux. Ouais. Vous les regardez, vous dites, mais il y en Enfin a voilà. beaucoup. Donc, encore une fois, je vous remercie pour votre attention. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et merci infiniment. À bientôt.